Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous préciser où on en est dans la corrélation vaccin et nombre de cas Covid? Vous voyez quand même, là, les données que je conseille à tout le monde d'aller regarder, montrent que l'efficacité du vaccin dans le monde sur le contrôle de la maladie ou des maladies, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a plusieurs histoires à la fois, n'est pas convaincant en dépit du fait que, vous voyez, on a fait près de 10 milliards de doses et qu'il y a plus de cas que jamais. Donc, si vous voulez, pour expliquer que ça contrôle la maladie, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, est arrivé, alors bien sûr, on a la même chose en France, vous voyez, en France, pareil, donc on n'arrête pas de vacciner, et puis il y a de plus en plus de cas, et les malheureux en Israël, qui étaient, tout le monde disait, écoutez, c'est l'exemple, le meilleur exemple au monde de la vaccination, vous voyez, ils en sont à la 4e vaccination, ils ont un pic, ils n'ont jamais eu autant de cas, plus que les cas qu'ils ont eu dans les 28 derniers jours, c'est 435 000 cas sur 1,7 million en tout. Et ça, on est dans le cas de 3e, 4e dose. Donc, quand même, on peut pas dire qu'il y ait une efficacité là qui soit spectaculaire. Et si on regarde les données qui sont publiées par mon collègue Jarlier à partir de ses analyses, et pourtant à Paris, mais regarde, vous voyez que ça, c'est les données. L'augmentation spectaculaire en dépit du fait que on est vacciné d'une manière tout à fait extraordinaire en France. Donc, sur le plan de la stratégie de mise en place de la vaccination, le gouvernement peut être content, on a beaucoup vacciné, mais le résultat sur l'épidémie n'est pas convaincant. Et d'ailleurs, maintenant il y a des données qui sont celles de la DRES aussi, c'est des données d'État, c'est pas moi qui les invente. Vous voyez que là, vous voyez le nombre de patients non vaccinés et vaccinés des cas positifs Covid, et vous voyez que les vaccinés finissent par être plus infectés que les non vaccinés quand même. Donc il y a quelque chose là qui se passe qui est pas très convaincant. Et alors ce vaccin protège-t-il des formes graves? C'est compliqué parce que c'est compliqué à évaluer parce qu'il y a plusieurs manières d'évaluer les choses. Là, il y a un très très bon travail qui vient de sortir, qui est dans les Public Health Écosse, pour pas se limiter à ce que l'on voit en France, qui montre, vous voyez, alors un taux de vaccination tout à fait extraordinaire en fonction de l'âge, vous voyez, avec le nombre de gens qui ont eu une dose, 2 doses, 3 doses, vous voyez, donc beaucoup. Et dedans, ils font une analyse qui est une analyse qui est assez intéressante, qui est une analyse du risque relatif pour 100 000 personnes. D'accord ? Pour 100 000 personnes, combien il y a de gens qui sont infectés. Alors donc, sur celui-là, on dit, ben voilà, quand vous avez, et donc semaine après semaine, vous voyez, alors quand vous êtes non vacciné, le nombre de positifs, là, récemment, là, dans l'épisode de Omicron, vous voyez, est de 1000 pour 100 000. Quand vous avez reçu aucun vaccin, 1500, un peu plus, pour 100 000 quand vous avez reçu une dose, ouais, 2897, donc plus de 2 fois plus quand vous avez reçu 2 doses, et 1755 si vous avez reçu 3 doses. Donc, si vous voulez, déjà sur le nombre de cas, eux, dans leur étude épidémiologique, ils montrent que la protection vis-à-vis des cas est relativement modeste. Après, il y a l'hospitalisation. L'hospitalisation, si vous n'avez pas, là, vous voyez, c'est les différentes semaines. Donc, vous voyez que pour pas de vaccination, vous avez aux alentours de 60. Une dose, vous avez aux alentours de 60. 2 doses, vous avez maintenant 130 dans la dernière. Et puis, 3 doses, 14,82. Alors, il y a moins de doses 14,82. On va voir pourquoi. Et ça, c'est le nombre de morts, vous voyez, donc où il y a
ici entre 1 et 7 morts par semaine par 100 000, ici entre 0,36 et 15 ou 17 par semaine, mais c'est pas radicalement différent. Là non plus, c'est pas radicalement différent. Et là, c'est différent. Mais c'est différent pour 3 doses. Pour 3 doses, moi, je suggère d'être très attentif parce que, vous voyez, dans les vaccins, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que il y a plus de cas dans les 15 jours ou 3 semaines qui suivent l'injection vaccinale, et puis il y a moins de cas, et puis ça revient comme les autres au bout de 3 mois, parce que la durée de la vaccination, on ne sait pas encore, hein, pour les boosters, on verra. Mais vous voyez, là, c'est pareil, ils font ce qu'on fait dans ces études, ce que moi je crois qu'il ne faut pas faire. Hein. Ils enlèvent les cas qui surviennent dans les 15 jours, ou dans les 3 semaines pour le premier, et dans les 15 jours pour le troisième booster. Ce qui veut dire que les gens qui viennent d'avoir un troisième booster, dans les 15 jours, se retrouvent dans 2 doses au lieu de 3 doses. Oui, et donc, il faudra un peu de temps, puisque c'est très récent, hein, les troisièmes injections. Il faudra un peu de temps pour voir ce qu'est la vraie protection vis-à-vis des formes graves, des morts en tout cas, puisque c'est surtout sur les morts que pour l'instant on voit une différence, qui arrive toujours plus tard. De toute manière, c'est toujours un peu tardif, mais vous voyez que on ne peut pas être très impressionné pour l'instant pour les résultats de 2 doses, en tout cas, ça c'est très clair. Et pour 3 doses, on verra bien. Là aussi, vous voyez le marketing de ces vaccins disait qu'il y avait 99% de protection quand même. C'est pas raisonnable. Ça veut dire qu'on a sauté un certain nombre d'étapes qui ne nous ont pas permis de voir un certain nombre de choses, et que donc si on croit vraiment exactement tout ce que disent les gens qui mettent les choses sur le marché, si vous voulez, alors qu'une des parties n'est pas disponible pour analyse, eh bien, on a de mauvaises surprises. Et ce qui pose une question, d'ailleurs, c'est que je vois vis-à-vis d'une partie de la presse, si vous voulez, quand vous essayez d'être lucide, si vous voulez, il y a le mot lucide finit par disparaître au profit de complotiste. Si vous êtes lucide, alors c'est que vous êtes complotiste. Mais on a le droit de pas croire au Père Noël, hein. C'est pas obligé de croire au Père Noël. Donc moi, je le regrette. Sinon, j'aurais des cadeaux surprises à Noël. J'en ai pas. Parce que je crois plus depuis l'âge de 7 ans, je crois, au Père Noël. Et donc, je crois pas, quand on me vend un truc comme ça, que c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que, bien entendu, les gens ont tendance, ce qu'on a tous tendance à faire, à regarder en fonction de sa conviction et à trouver des raisons pour enlever les choses qui ne rentrent pas dans votre conviction. Et là, une des choses qui a été enlevée de manière très claire et qui est restée dans l'esprit des gens, c'est que les cas qui surviennent très précocement après les injections sont enlevés, ce qui n'est pas raisonnable. Il faut les conserver parce que, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, eh bien, il y a une partie très importante qui est liée à ça. Et qu'est-ce qui fait cette discordance entre le discours et l'observation de la réalité, selon vous ? Ah, écoutez, moi, je dis ça depuis longtemps. Je suis désolé, je ne vais pas faire de la publicité à chaque fois pour mes livres. Ça, c'est le dernier livre que je viens de faire, vous voyez, qui s'appelle Chronique pour une humanité en quête de repères, dans lequel j'ai repris un certain nombre d'articles que j'avais faits, et puis je l'ai complété pour expliquer effectivement cette discordance qui a été expliquée par plusieurs philosophes entre le vécu, l'observable avec nos sens, moi j'appelle ce qui est biochimique, et puis le monde digital. Mais je vous donne un exemple qui me paraît très intéressant à étudier. Vous voyez bien, il y a une promotion considérable. Moi, j'en ai souffert, parce que je n'ai pas voulu m'associer à cette promotion, et je n'ai pas voulu retirer ma plainte contre le directeur de l'assistance publique de Paris, qui avait envoyé une lettre recommandée disant que je faisais un faux témoignage, ce que m'avait demandé le directeur de l'assistance publique de Marseille. Ça m'a coûté cher, ça, puisque je n'ai pas été prolongé, je perds plus de 4 000 € par mois. Ça m'a coûté cher, mais je prends mes responsabilités. Et je lui ai dit, je ne veux pas perdre ma crédibilité. Il m'a dit que j'avais pas de crédibilité, ce en quoi je suis pas d'accord. Et donc, comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe pour que... Moi, j'essaie d'expliquer ça dans le fait que c'est devenu un phénomène religieux, mais quand même, on a un Premier ministre qui reçoit 2 doses vaccinales, qui fait le Covid. Il dit que ses enfants, je suis pas gentil pour ses enfants, qui l'ont transmis. Bon. On a un ministre de la Santé qui, lui, a fait 3 injections et qui fait un Covid. Quand même, c'est dans leur chair
qu'ils sont touchés. Comment, en étant touché dans sa chair, on peut encore croire au message que l'on donne en disant vous n'allez pas faire de Covid si vous êtes vacciné. C'est quand même, il y a quand même une question qui est celle-là de la discordance entre le vécu et la théorie, et de voir la puissance de la théorie à côté du vécu. Alors, parce qu'il y en a de plus en plus de cas. Le vaccin ne distingue pas, je vais essayer d'expliquer des raisons pour lesquelles ça ne distingue pas vraiment entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés avec les nouveaux variants. Et donc, il y a un truc qui est incroyable. Moi, j'avais expliqué ça avant cette histoire-là, et c'est ce qu'expliquait Baudrillard en 78. Vous voyez, les gens géniaux qui voient les choses avant tout le monde dans un simulacre et simulation. Il expliquait que finirait par avoir un domaine d'hyper-réalité dans lequel cette hyper-réalité, qui est une réalité digitale, n'a plus que de très très lointains rapports avec la réalité observable qu'on est susceptible de vivre. Donc il y a des mondes parallèles. Il y a un monde dans lequel les gens disent, écoutez, si vous ne vaccinez pas, vous êtes épouvantable, il faut vous faire le pique-pendre. Les gens qui disent, mais vous êtes des criminels, de dire que le vaccin, truc. Et puis, ces mêmes personnes vont à un moment être malades avec le vaccin et continuent à avoir un discours qui est un discours extrême. Enfin, c'est un discours d'une violence incroyable, qui n'est pas justifié par les faits. Voilà. Donc, le vaccin en pratique, à ce stade-là, moi je pense la même chose, c'est les gens qui sont exposés à faire des formes graves, ceux qui meurent et qui continuent les seuls qui continuent à mourir, c'est la même population, en pratique, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, c'est les gens qui sont âgés, qui sont immunodéprimés ou qui sont obèses. Ceux-là, on peut bien les vacciner, de toute manière, ils ont un bénéfice à espérer. Ceux qui n'ont pas de bénéfice à espérer, franchement, je ne crois pas que les faits laisse penser que c'est la peine d'avoir des mesures extrêmes pour les obliger à faire quelque chose dont on voit que ça ne marche pas, quoi. C'est pas raisonnable. Et comment expliquez-vous que ce variant Omicron se développe de manière si exceptionnelle ? Si vous voulez, il faut revenir au départ. Au départ, une partie des gens qui ont commencé à parler de ça, qui ont des notions de virologie qui sont peut-être pas très complète, pensaient qu'ils avaient à lutter contre un virus unique, qui était toujours le même, et que donc ils faisaient une cible simple. Et donc c'est la raison pour laquelle les gens parlaient éventuellement, si ça revenait de rebond, ou disaient, écoutez, cette cible, il suffit de faire des vaccins contre cette cible, ou de faire des anticorps contre cette cible pour le contrôler. Mais c'est pas comme ça. Et donc ce qui s'est passé, ce que j'ai essayé d'expliquer au début avec difficulté, c'est que ces virus changeaient et qu'il existait des variants. Les variants, ces virus font une mutation en moyenne tous les 15 jours. Et parmi ces mutations, il y en a qui les rendent plus virulents. Voilà. Et donc ces virus, si vous regardez, ça c'est juste cette partie du bas. Et si vous regardez dans Johns Hopkins, vous verrez pareil. C'est ce que j'ai expliqué. Ces virus s'épuisent à force d'avoir des mutations. Ils sont obligés d'avoir des mutations tous les 15 jours. C'est juste au hasard. Quelques-unes de ces mutations, rarement, peut-être une sur 200, est favorable et déclenche une nouvelle poussée, éventuellement, à l'intérieur du même variant. Mais vous voyez, au bout de 3 mois, il s'épuisait. Ce que vous voyez là, c'est des cycles qui font à peu près 3 mois, sauf celui-là qui était un peu plus long parce qu'il y a eu 2 sous-variants. Vous voyez ? Ces cycles font 3 mois. Et le prochain, on ne sait pas combien de temps. Donc peut-être que le Omicron va faire pareil, sauf s'il y a un sous-variant de Omicron qui fait un deuxième rebond. Mais globalement, pour épuiser la capacité à accepter des mutations sans perdre sa capacité d'infecter, il faut en moyenne 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Donc c'est la durée de vie d'un être vivant qui se multiplie, c'est celle-là. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on le comprend. Mais il y a des variations chez ces virus qui sont importantes, et en particulier dans la spike. Donc la spike, c'est ce qui a servi, si vous voulez, c'est ce qu'il y avait de plus variable. Donc on a attribué à la spike du premier virus, celui de Wuhan, on lui a attribué toutes les fonctions qui faisaient qu'il était virulent, qu'il était actif.
Et donc, on a fait des anticorps, qu'on appelle des anticorps monoclonaux, et on a fait des vaccins basés sur la spike. Mais les virus varient. Et en particulier, si vous mettez une pression sur la spike, bien entendu, dans cette zone-là, c'est cette zone-là qui va être sélectionnée comme étant la plus variable. Et donc, en utilisant un vaccin juste basé sur la spike, il y a une chance, quand vous en avez fait près de 10 milliards, que vous sélectionnez ceux qui échappent complètement aux armes qui sont dirigées contre ça. Et ça, c'est ce qui se passe avec Omicron. M'excuse, c'est compliqué, mais c'est un arbre phylogénique, c'est-à-dire que on a pris la spike des différents virus et on les a comparés. Et vous voyez, ici, il y a Wuhan. Et ici, vous avez Omicron. Et donc, si la protéine qui fait le spike a été basée sur ça, et vous voyez la distance qu'il y a là, c'est très loin. C'est pour ça que ça marche pas là-dessus. C'est pas mystérieux. Vous voyez, c'est compréhensible. Et vous voyez, c'est tellement loin le Omicron qu'on a quelque chose que l'on ne voyait pas à cette fréquence jusqu'à présent. Vous voyez que le delta était déjà relativement loin, donc il y avait quelques cas d'échappement avec le delta. Mais maintenant, ce qu'on voit, ce qui est relativement nouveau, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui font des Omicron alors qu'ils ont fait un delta. Vous voyez ? Parce que le delta est encore plus loin que le Wuhan. Vous voyez que pour calculer la distance du delta, il faut faire l'aller et le retour. Vous voyez ? Donc c'est très loin. Et donc ça explique pourquoi il y a des gens qui ont fait cet été un delta et qui font maintenant un Omicron. Donc vous imaginez avec une infection naturelle qui a donné une maladie, qui a suscité une réaction immunitaire importante, comment vous allez, si vous n'arrivez pas à avoir une immunité avec ça, chez les gens qui sont en bonne santé, c'est difficile d'imaginer qu'en ayant un vaccin basé sur une toute petite partie du virus, vous allez le faire. Et donc ici, c'est une autre représentation. Vous voyez, c'est les mutations qui changent la protéine et sa forme de la spike, si vous voulez. Vous voyez en bleu, c'est les Omicron. Vous voyez le nombre d'acides aminés qui a été changé par rapport à la base qui est le Wuhan. Donc vous comprenez bien que si vous avez tellement de changements, un vaccin qui est basé là-dessus ne peut pas marcher contre ça. Voilà, c'est quelque chose qui est compréhensible. Voilà, et donc c'est le point où on en est. Je pense qu'il est utile de réfléchir maintenant en disant, écoutez, il faut très certainement, moi je crois ça depuis le départ, remettre les médecins dans la boucle pour qu'ils s'occupent des malades, d'accord ? Parce que ça, quand même, ça donne un certain nombre d'éléments positifs. On ne peut pas exclure les médecins. La médecine n'est pas devenue une affaire digitale. C'est pas vrai. Voilà. Ça reste de la médecine. Les malades sont différents. Ils ont besoin de conseils différents, de prises en charge différentes. Il y en a qui ont besoin d'être plus surveillés que d'autres parce qu'ils ont des pathologies. Il y a encore des gens qui devraient ou qui auraient dû être vaccinés parce qu'ils sont des gens à risque, qui ne l'ont pas été. Il faut se cibler là-dessus. Ça, c'est le rôle des médecins qui s'occupent de ces personnes, de vérifier qu'elles sont vaccinées. Et donc, la vaccination généralisée sans être ciblée ne représente pas la réalité médicale telle qu'elle est observée. Il y a des gens qui peuvent bénéficier de cette situation. Ceux qui peuvent bénéficier de cette situation, c'est ceux qui risquent de faire des formes graves. Cela, c'est raisonnable d'aller faire une démarche individuelle pour les vacciner. Pour le reste, c'est pas la peine d'insulter les gens et de se rendre fou pour quelque chose dont on voit bien que ça ne donne pas les résultats de contrôle de l'épidémie qu'on pouvait admettre. Et on voit que d'ailleurs, le discours change petit à petit. Il y en a qui conservent un discours, on va contrôler l'épidémie. On voit bien que c'est impossible de contrôler cette épidémie avec ça. Et puis d'autres qui disent non mais finalement ce vaccin, ce qui est rare, voire exceptionnel pour un vaccin, de le dire comme objectif, ce vaccin n'était pas du tout vendu pour ça au départ, il était vendu pour pas faire de maladie. Maintenant on dit non mais on fait la maladie quand même, mais elle est moins grave. Donc on voit évoluer ce qui est le fait de ne pas remettre les compteurs à zéro, de réfléchir, c'est alors non mais oui, c'est difficile de nier quand même, ça c'est des données qui sont des données chiffrées, scientifiques. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, oui mais bien alors, celui qui transmet les données est un monstre épouvantable, horrible. Je le prends comme un compliment, parce que vous verrez aussi dans ce livre, si vous le lisez, que je dis que ça, c'est le corollaire de la gloire. Vous savez, plus vous êtes célèbre, plus les envieux, plus ceux qui ont envie de faire parler d'eux
profitent de votre gloire en médisant, calomniant, vous insultant, et que donc c'est un dérivé de la gloire. Si vous arrivez à un certain degré de notoriété, eh bien, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur votre dos en disant du mal de vous. C'est la nature, c'est comme ça. Ça ne m'émeut pas parce que je l'ai écrit il y a plusieurs années, donc ça ne me gêne pas. C'est le témoin simplement de ce qui se passe. Je regarde s'il y en a un qui passe la ligne blanche, bien sûr, je donnerai les suites nécessaires à ça, hein, mais ça ne me surprend pas. Voilà, c'est comme ça. Auriez-vous une recommandation à faire par ailleurs? Oui, je suis très frappé de voir, donc c'était imprévisible aussi, c'est pour ça qu'il faut se méfier des opinions qu'on a au départ, il faut continuer à observer les bactéries que l'on avait associées avec ce virus, ou les autres virus associés avec ce virus, ont beaucoup changé. Au début de cette épidémie, on ne voyait que du virus Covid, pratiquement les autres, la grippe avait disparu, le virus respiratoire syncytial avait disparu, et les bactéries qui sont associées au virus respiratoire, le pneumocoque et Haemophilus avaient quasiment disparu. C'est plus le cas. D'abord, effectivement, je vois que toute la presse se pose des questions extrêmes sur l'association grippe et Covid. Nous, on a plusieurs cas, on l'a publié d'ailleurs. On n'est pas surpris, il y a deux virus à la fois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mélanger. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'ailleurs qu'ils se soient mélangés. Mais surtout, on voit renaître maintenant les associations avec le pneumocoque, c'est-à-dire que le pneumocoque augmente, Haemophilus augmente, et ça, le pneumocoque, c'est une vaccination qui marche extrêmement bien, qui est extrêmement efficace, qui dure pendant 10 ans, qui peut aider tout le monde, aussi bien les petits, bien sûr, on fait ça aux enfants pour éviter qu'ils aient des méningites, ça leur évite d'ailleurs dans un certain nombre de cas les otites, et chez les gens qui risquent de faire une pneumonie, et donc moi je suggère ça, je pense que c'est vraiment sans danger, c'est efficace, ça dure longtemps, et ça évite des maladies qui sont des maladies mortelles, qui sont les pneumonies ou les surinfections pulmonaires. Et donc, je suggère qu'il y ait une vraie campagne de vaccination sur le pneumocoque. J'avais dit la même chose d'ailleurs au moment de l'épisode de grippe H1N1. À l'époque, le Conseil de l'Ordre m'aimait beaucoup, ce qui a un peu changé, et donc il m'a demandé d'écrire un article dans le journal du Conseil de l'Ordre en disant quelle est la première recommandation que vous pouvez faire dans cet épisode de grippe. J'aurais dit, écoutez, on verra ce que donnent les vaccins, mais pour l'instant, vaccinez-vous contre le pneumocoque parce que c'est très souvent celui qui tue dans les grippes, c'est le pneumocoque. Merci.